Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique, le seul de cette période un peu difficile. Nous allons parler de quelque chose d'assez grave. Le Cameroun traîné devant le CIRDI. Le CIRDI, ça ne vous dit rien, je vais vous dire ce que c'est. Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Voilà, c'est un grand organisme qui traite de grands problèmes, qui réunit 155 pays du monde entier qui ont ratifié cela depuis le 14 octobre 1966, date de sa création. Pour parler de ce problème épineux, nous recevons aujourd'hui Jean-Emmanuel Fumbi, PDG du groupe HOP Finance en France, filiale de HOP Service LLC qui est basé aux États-Unis. Si je me trompe, il nous en dira un peu plus et nous éclairera là-dessus, car je ne suis pas du monde de la finance, même si j'aime l'argent, mais bon. Avec Jean-Emmanuel Fumbi, nous allons donc évoquer les innovations de HOP Service, ses déboires avec le régime de Yaoundé au Cameroun, le passage par la prison de Nivelles. Nous allons essayer de comprendre comment il a été libéré de cette prison-là. Nous allons essayer de comprendre ou de savoir qui furent les plaignants qui ont conduit Jean-Emmanuel Fumbi à la prison de Nivelles. Et aussi, nous allons comprendre sa motivation, pourquoi son entreprise, HOP Service LLC, et lui ont décidé de traîner le Cameroun devant le CIRDI. Bonjour, monsieur Fumbi. Bonjour, monsieur Moifou. Vous pouvez parler fort, hein, parce que si vous êtes timide, on va se dire qu'est-ce que M. Moifou lui a fait là? On va penser que je vous ai piqué. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous-même? Je vais bien, merci. J'ai traversé une période difficile, mais tout est rentré dans l'ordre désormais. Et vous, ça va? Ça va. Ça va très bien. Ça va. Bon. Il y a eu pire. Il y a eu pire. Alors pour commencer, je vais vous demander de vous présenter mieux que moi aux téléspectateurs de JMTV+. Jean-Emmanuel Fumbi, je suis financier, économiste, inventeur, mais je crois par-dessus tout cela n'est pas fondamental. Ce qui compte vraiment dans le cadre d'espèces, c'est le privilège que j'ai eu de fonder le groupe HOP dans ses composantes HOP Finance et HOP Service, et qui est donc une start-up qui avait 200 collaborateurs implantés dans 8 pays, notamment les États-Unis, la France, 6 pays en Afrique, y compris la RDC, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, le Cameroun et le Bénin, et qui est spécialisé dans la recherche et développement, et en particulier dans le domaine de ce qu'on appelle joliment aujourd'hui les fintech, c'est-à-dire les technologies notamment numériques orientées vers la finance. Voilà succinctement mon groupe, et j'en avais simplement l'honneur d'être le représentant légal. Le représentant légal en France? Dans tout le monde entier, j'en suis le fondateur, parce que dans chaque pays, en fait, chacun des 8 pays où nous étions implantés, nous avons un modèle qui voulait que ce soit à chaque fois des entreprises, des filiales de droit du pays d'implantation. Donc en France, il s'agissait d'une forme particulière de société anonyme, qu'on appelle la SAS, la Société par action simplifiée pour les initiés, qui était donc l'entreprise française. Au Cameroun, par exemple, c'était une société anonyme. Aux États-Unis, une LLC, nous étions basés à Boston, mais également à Dover, à Cotonou, enfin dans toutes les grandes capitales des 6 pays africains où nous étions implantés, en tout cas jusqu'en 2013, lorsque survint cet abattement en vol. Nous allons y arriver. Vous étiez donc PDG de HOP Finance à Paris. Corrigez-moi si je me trompe, je vous vois là pour la 2e fois de ma vie. Je pense que au début des années 2010, je vous avais déjà rencontré quelque part à Paris. Est-ce que vous vous en souvenez? Pas vraiment, mais enfin, nous étions à nos bureaux. Notre siège en France était au 121 avenue des Champs-Élysées. Nous y avons reçu à plusieurs titres beaucoup de monde.
il est tout à fait possible que nous nous soyons rencontrés dans un cadre, peut-être un événement, je ne sais pas, une réunion. Non, j'ai été au 121 avenue des Champs-Élysées. Un ami frère m'a introduit dans votre bureau un jour en fin d'après-midi, me demandant de discuter avec vous de l'éventualité de communiquer sur vos activités. J'en suis certain. Cela est tout à fait vraisemblable, mais je dois quand même confesser que l'une des facultés de la mémoire, et c'est heureux, pas toujours en l'occurrence, mais enfin, c'est la faculté d'oubli. J'ai pu l'oublier, et je dois quand même dire à vos téléspectateurs que je n'en ai pas gardé souvenir, ce qui signifie aussi que nous n'avons pas pu collaborer, auquel cas j'aurais quand même... Voilà, donc il est possible qu'un collaborateur, un associé, je ne sais pas, vous ait introduit, que je vous ai reçu, que nous vous ayons reçu, mais à vos téléspectateurs, nous devons la vérité, c'est que je n'en ai pas gardé souvenance. Bon, chers téléspectateurs, je mettrai ma mémoire en location pour Monsieur Fumbi, comme ça, la prochaine fois, il aura ma mémoire pour stocker ce qu'il pourrait oublier. Je l'achèterai volontiers. Alors, Monsieur Fumbi, tout allait bien pour votre entreprise, vous cherchiez, vous trouviez, et vous vendiez vos connaissances à certains pays. Vous innoviez donc dans quoi? Aux antipodes de la financiarisation, qui marchandise tout, d'une part, et d'autre part, de l'assistanat qui infantilise, toute chose engendrant une exclusion structurelle et systémique, le groupe Hope, une start-up de recherche et développement, comme je vous l'ai indiqué tantôt, a inventé un modèle très original, une invention technologique dont la caractéristique était particulièrement l'inclusion et qui était réellement une ambition très très élevée pour répondre à des problématiques qui se posent aussi bien au niveau des individus qu'au niveau des entreprises et des institutions comme notamment les collectivités territoriales décentralisées. Et cette problématique, elle est très simple. Il s'agit en fait d'un concept que nous avons dénommé transfert service. Il est de bon aloi ici de rappeler que transfert, ce serait non pas avec F-E-R-T, mais avec F-A-I-R, puisqu'il s'agit de convoquer l'équité. Transfert, F-A-I-R. Faire l'équité, l'équité dans les prix, l'équité aussi dans la capacité de traiter ce segment du marché avec le même respect que les autres, c'est-à-dire avec innovation et avec le même sérieux dans la rigueur et dans les approches, alors que nous avons là, en fait, un individu, quel qu'il soit, vous appelle par exemple d'Afrique, il vous exprime un besoin, peu importe le besoin, une seule réponse, toujours la même, le transfert d'argent. Il veut des frais de scolarité, le transfert d'argent. Un sac de riz, le transfert d'argent. Des médicaments, un médecin, le transfert d'argent. Est-ce que c'est une commune qui vous demande de réhabiliter l'école où vous avez peut-être fait votre école primaire? Le transfert d'argent. Est-ce que c'est au contraire une route dont on a besoin ou d'un centre de santé? Le transfert d'argent. Alors, quel que soit ce qu'on demande, à partir du moment où on est dans un pays dit en développement, en l'occurrence parlons de l'Afrique puisque nous y étions implantés principalement dans 6 pays, donc avant même d'écouter le besoin, on peut dire que la réponse est connue d'avance. Le transfert d'argent. Et une fois qu'on a transféré de l'argent, si vous êtes un particulier, notamment diasporique, vous transférez de l'argent. Mais je l'ai rarement vu un domaine économique qui, en 50 ans, a connu aussi peu d'innovation, monsieur Moifo. C'est-à-dire que vous devez vous lever, vous qui avez votre carte bancaire, dans un pays aussi développé que la France. Mais il vous faut vous lever. Nous sommes en 2007, 2006, 2008, pour recontextualiser. Il vous faut aller faire des files d'attente à n'en plus finir. Pour finir par retirer de l'argent du distributeur, parce qu'on ne prend que du cash, et aller refaire la queue. Et à ce moment-là, vous transférez de l'argent en payant des commissions dont les taux sont d'un tel montant que cela n'existe même pas. Cela n'existe dans aucun autre secteur. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple ce qu'on appelle le TEG, le taux équivalent global, pour un emprunt que vous feriez auprès de vos banques, le taux annuel, lorsqu'il est proche de l'usure, on est autour de 17-19%.
Mais voilà les taux qu'on avait dans le transfert d'argent, qui est une opération basique, instantanée, donc qui prend 1 minute, et pour cela, on vous facturait pour chaque transaction des commissions dépassant le taux que vous auriez à payer annuellement auprès de votre banque dans le cadre. Regardez réellement comment ça se passe. Et une fois que vous, donneur d'ordre, vous avez répondu à ce besoin en Afrique, on a dit, quel que soit le besoin d'ailleurs, vous y répondez par le transfert. Toujours par le transfert, toujours. Et une fois que l'argent est reçu en Afrique, on revient souvent vous dire qu'il y a eu une urgence qui est passée en priorité. Oui. Que finalement, le taxi qui devait nous ramener de la banque ou de l'agence de transfert a eu un accident ou une sorte de chose, la tante, de la nièce, de la cousine. Réellement, des histoires à dormir debout, mais combien d'entre nous les ont-ils entendues? Pour vous dire finalement que ce transfert d'argent que vous avez fait et qu'on ne vous demandait pas explicitement, qu'il va falloir le refaire. Qu'il va falloir le refaire, oui. Et donc avoir les mêmes tracasseries, la file d'attente, le temps perdu, les commissions tout à fait exorbitantes. Le froid. Le froid quand c'est l'hiver. Vous avez là vraiment quelque chose, alors que le transfert d'argent, pour beaucoup de pays en Afrique, certains d'entre eux, c'est jusqu'à 10% du produit intérieur brut, de la richesse produite annuellement par un pays. Donc quand vous avez un enjeu financier d'une telle ampleur, et si peu d'innovation, on se dit que quelque chose cloche. Donc vous voyez, vous allez devoir refaire le transfert d'argent. Je pourrais vous refaire le même raisonnement s'agissant d'une commune ou d'un État. Les institutions internationales, les ONG de financement, les bailleurs de fonds, bilatéraux ou internationaux, quel que soit ce que la commune ou le pays demande, il y a une seule réponse: on transfère de l'argent. D'accord, c'est plus chic, on ne fait pas la file d'attente, mais on transfère l'argent d'une banque à une autre. Mais une salle de classe, c'est des choses très concrètes. Peut-être que c'est juste des sacs de ciment, du sable, du gravier, des carreaux. Peut-être que c'est des choses beaucoup plus triviales que ça. D'ailleurs, des choses que vendent les entreprises. Du coup, on a un transfert d'argent qui a très peu d'incidence sur le secteur productif. Donc, qui génère peu d'emplois, qui ne permet pas l'industrialisation, tout en étant des sommes dont les masses sont quand même considérables pour bien des pays. Et qui ne permet pas, par exemple, au système de santé, parce que la santé, c'est à peu près 25-30% selon les chiffres des besoins, et y compris dans nos propres données empiriques, des besoins exprimés de l'Afrique. Mais vous n'avez pas vu des systèmes de santé émerger grâce à l'argent de la diaspora. Et ça fait 50 ans que ça dure. Et ces transferts d'argent, il va croissant. Donc il y a là un enjeu stratégique dont on se dit, alors qu'est-ce qu'apportait Hope Finance? Qu'est-ce qu'apportait Hope Service? Puisque le groupe Hope est composé de Hope Finance et de Hope Service. C'est de dire, transfert service. Vous a-t-on demandé des frais de scolarité? Mais c'est bien un établissement, un lycée, un collège, une école, une université. Mais qui serait d'ailleurs ravi d'encaisser directement de l'argent. Parce que quand vous transférez à votre cousin, à votre neveu, ou simplement à la personne que vous prenez en charge, en fait, vous n'êtes sûr de rien. Encore, il faut qu'il aille payer. Ou un accident. Il arrive des choses parfois invraisemblables. Et ces histoires, quand nous ne sommes pas, si elles n'étaient pas parfois dramatiques, pour ceux qui envoient de l'argent, pour les donneurs d'ordre donc, ça pourrait être amusant. Mais quelquefois, ça vous arrive lorsqu'il n'est pas du tout question de rire, parce que dans l'urgence, il s'agit de renvoyer les frais pour aller faire le brevet, pour aller faire un examen ou un concours, et que si vous ne le refaites pas dans les 24 heures, dans les 48 heures, le délai est passé et l'année est perdue. Et d'ailleurs, c'est vous qui allez repayer l'année. Et si vous vous endettez parfois, vous entrez dans le rouge de votre compte bancaire. Parce qu'il y a l'urgence, cher monsieur. Et donc, Hope Service, Hope Finance, le groupe Hope a considéré que le slogan suivant: quand un proche en Afrique vous dit qu'il est malade, ne lui envoyez pas d'argent. Envoyez-lui des médicaments ou alors un médecin. Quand un proche en Afrique vous dit qu'il a besoin d'un ordinateur, écoutez ce qu'il vous dit. S'il vous plaît, envoyez-lui un ordinateur. Discutez éventuellement sur le modèle, sur la puissance de l'ordinateur, sur les caractéristiques techniques. Mais ne lui envoyez pas d'argent pour après vous plaindre qu'il a acheté quelque chose en occasion, ou qu'il a été peut-être simplement de bonne foi, mais connaissant mal la technique, est tombée malade entre temps, etc. Donc on peut aussi faire les choses très simplement. Donc nous avons voulu
adresser ce besoin-là. Et le transfert service, pour le résumer, c'est pour un donneur d'ordre, situé à un point A, quel qu'il soit, le fait de répondre concrètement et directement à un besoin exprimé par un bénéficiaire situé à un point B, soit un bien, soit un service, soit même un ouvrage, comme pourrait l'être la réhabilitation d'une école, ou bien simplement un marché ou un tronçon de route qu'on ferait par exemple avec des pavés, ou quelque autre besoin qu'une collectivité territoriale de quelque niveau que ce soit puisse par exemple exprimer. Voilà ce que c'est que le transfert service. Et le transfert service, en fait, est articulé autour d'une plateforme informatique intégrée, un puissant concentré de technologie 2.0, qui a permis en fait de commencer, et là c'était en 2007, en début 2007, notre toute première agence au 97 rue de Clignancourt dans le 18e arrondissement à Paris. Nous avons été frappés par l'indigence des données statistiques qui pouvaient exister sur ce marché. On vous parle des diasporas, la diaspora, mais en fait, quand vous voulez savoir de qui s'agit-il, ils travaillent dans quoi, ils habitent où, c'est-à-dire toutes ces informations, tous ces paramètres qu'on a sur tous les autres marchés, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de données en fait. Vous n'avez pas de données. Et donc nous avons stratégiquement, pour confirmer le modèle de la recherche que nous avions fait en laboratoire, commencé par ouvrir au cœur de cet endroit très populaire de Paris, où il y a beaucoup de diaspora en particulier, dans le 18e arrondissement, au 97 rue de Clignancourt en particulier, nous avons donc ouvert une agence. Et nous avons commencé par le transfert d'argent, comme à pas. Mais c'était un transfert d'argent qui déjà portait son FAIR, le fairness, pour être équitable. Nous avons complètement cassé les prix de 50% jusqu'à moins 75%. Wow. Pourquoi ? Parce que nous pouvions faire du transfert mutualisé, notamment avec un partenaire en Afrique qui s'appelle Moneyline. Il y avait d'autres partenaires, mais Moneyline pour ne citer que celui-là, et qui nous permettait, parce que notre but n'était pas le transfert d'argent. D'abord, nous voulions montrer qu'on peut, en réduisant les marges, stimuler ce produit, comme dans tous les autres produits. Enfin, quand vous achetez en gros ou quand vous vendez en masse, il est normal que le prix unitaire diminue quand même. Donc nous pratiquions des commissions raisonnables, mais avec un système qui permettait que vous n'ayez plus besoin, grâce à notre carte à l'époque, il y avait des cartes privilèges plus, des cartes de membres Hope, des cartes de différents niveaux, selon votre pouvoir d'achat, et qui vous permettait, simplement avec votre code, de nous appeler et de nous dire, je voudrais que vous me fassiez un mouvement vers tel bénéficiaire, dont je viens de vous envoyer les éléments, tel montant, je confirme, et nous, de notre côté, au bout du fil, nous vous posons des questions clés, des questions secrètes qui nous permettent, sous confidentialité, de nous assurer que c'est exactement vous, et donc vous ne vous déplaciez plus, et vous payez moins cher. Et donc, du coup, ça a permis que nous ayons rapidement un succès, parce que les gens payaient moins, parce qu'ils pouvaient envoyer leur argent à n'importe quel moment, dès lors que nos bureaux étaient ouverts, par téléphone notamment. Et donc, quand ils venaient nous rendre visite, en général, c'était pour quelques coquetteries, pour nous saluer, pour nous remercier. Il arrivait qu'on ait du chocolat et même du café venant d'Afrique, etc., de Côte d'Ivoire notamment. Et donc, nous avions là, en fait, beaucoup de masses qui arrivaient et qui nous a donc permis d'étudier empiriquement cette cible, de les profiler, de les segmenter, en fait de connaître notre cible, de connaître la diaspora. Cette base de données nous a convaincus parce que nous pouvions les interviewer, ils étaient partie prenante au projet, parce qu'ils y gagnaient directement. Et donc ça nous a permis d'évoluer rapidement vers leur centre d'intérêt, et c'est comme ça que nous avons déployé une prestation pour les particuliers comme Hope Cadeau. Vous savez, le service a quelque chose de prodigieux. Le service a une âme. Il ne vous viendra jamais à l'idée d'envoyer à votre tante, qui a un travail, qui a une situation sociale correcte, vous n'allez jamais lui envoyer 50 €. Ah non, du tout. Parce que ça serait une insulte, et ça n'a pas de sens. Même elle ne comprendrait pas, pas plus que l'idée ne vous viendrait d'ailleurs. Tant mieux. En revanche, si vous lui envoyez une plaquette de chocolat, si vous lui envoyez une bonne bouteille de vin, si elle boit un peu de vin, ou si vous lui envoyez, voyez-vous, un téléphone, n'importe quoi, vous lui envoyez un objet oui, qui a de la valeur à ses yeux. Valorisant à ses yeux, oui. Même si cet objet ne vous coûte que 10 €, quand elle le reçoit, ça lui crée
des sentiments, des émotions que vos 50 euros ou que vos 500 euros ne pourraient même pas lui produire, parce qu'elle se dit, il a pensé à moi. En plus, Monsieur Moifo se rappelle que j'aime telle chose. Regardez ce qu'il m'a envoyé. Il y a comme vraiment une fierté, il y a quelque chose. Le service a une âme. Est-ce que vous savez que quand vous envoyez la bouteille de vin ou la plaque de chocolat, ou plutôt le cartable, oui, à votre nièce, à la nièce, attends, de couleur rose, si c'est une fille et si elle est comme ma nièce, et que quand vous lui envoyez ce portable avec tous les petits clapets et autres, en fait, vous ne payez pas plus cher, vous payez moins cher. Parce que dans le transfert service, on ne paye pas de commission. Pourquoi on ne paye pas de commission? Pourquoi? Je veux bien comprendre. On ne paye pas de commission parce que les entreprises qui vendent ces biens, ces services, sont basées en Afrique. On parlait d'investissement productif tout à l'heure. Oui. Donc nous cherchions constamment à flécher l'argent de la diaspora concrètement vers les entreprises. Parce que ce sont elles qui créent de l'emploi. Parce que ce sont elles qui embauchent, ce sont elles qui peuvent industrialiser, etc. Et donc ça veut dire que ce cartable, il est vendu par une entreprise à Abidjan, à Dakar, à Thiès, peu importe dans quelle ville, dès lors que nous y sommes implantés. Donc cette entreprise va capter un chiffre d'affaires qu'elle n'aurait peut-être pas eu en temps normal, grâce à notre solution. Je comprends. Et d'ailleurs, si les commandes sont nombreuses, elle est incitée à être vertueuse, parce que sinon, une autre entreprise vendant les mêmes cartables va lui passer devant. Et donc, du coup, elles sont intéressées, ces entreprises, à jouer le jeu. Et par voie de conséquence, quand le cartable coûte 8 000 francs CFA sur le marché local, on vous le vend à 8 000 francs CFA, on ne vous le vend pas plus cher parce que vous l'achetez d'Europe. Non. Parce que s'il le vend plus cher que 8 000 francs CFA, nos collaborateurs sur le terrain, au Cameroun, au Burkina Faso, sont capables de trouver celui qui le vend à 8 000 francs. Parce que ce sont des partenariats que nous signons. Donc ils ne remontent pas les prix. Je vois. Et comment est-ce que Hope gagne? Et pourquoi il n'y a pas de commission? Parce que si ça coûte 8 000 francs, Monsieur Moifo, vous dépensez exactement 8 000 francs. Oui. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Comment vous payez, Hop? Simplement comme des apporteurs d'affaires à ces entreprises. C'est-à-dire que, comme des marketistes qui, avec leurs solutions, avec notre puissance publicitaire, numérique, etc., nous leur avons amené de nouveaux clients qu'ils n'auraient d'ailleurs pas connus ou captés autrement que par nous. Et grâce à cet apport, ils nous donnent une marge arrière. Et cette marge arrière, c'est une commission que d'ailleurs, en temps normal, ils distribuent à toute personne, physique ou morale, qui leur apportent des affaires, ce sont des apporteurs d'affaires. Donc on pouvait avoir des marges selon les secteurs. Dans l'alimentaire, ce sont des marges très basses parce qu'on joue sur le volume. Alors que dans des domaines plutôt par exemple high-tech, comme dans des télévisions, plasma, etc., vous avez des marges beaucoup plus importantes. Donc on avait des marges qui pouvaient aller par exemple de 3% jusqu'à 25%, selon les cas, y compris en bénéficiant des promotions que nous pouvions faire en campagne pour certaines entreprises et d'ailleurs en joint venture. Donc vous voyez que nous apportions là la possibilité de ne plus payer les commissions. Donc c'était un gain pour la diaspora. Et ces commissions qu'on ne paye pas, sauf à améliorer votre propre pouvoir d'achat, vous pouviez donc transférer davantage de services, alors qu'en argent, vous ne pouvez pas transférer autant, puisque les transféreurs d'argent, toujours les mêmes et on les connaît, en fait vous captent une partie en chemin et se fiche de savoir d'ailleurs s'il y a eu la satisfaction du besoin ou pas. Et donc, grâce aux marges arrière, Hope se rémunérait sans avoir à amputer l'argent des diasporas. Et c'est le même système si vous êtes un bailleur de fonds, une personne morale, comme une institution, ou comme une ONG, ou comme simplement une association. Si vous êtes une association et que vous voulez faire la même chose pour la réhabilitation de cette école dont nous parlions tout à l'heure, mais c'est quoi une école? C'est pas une école. Encore que en Afrique, quand on dit une école, les gars sont capables de vous la faire financer 10 fois par 10 bailleurs différents, ce qui discrédite tout le monde. Alors que quand c'est référencé sur notre plateforme numérique, en fait, vous n'allez pouvoir la financer qu'une fois. Vous n'allez pas pouvoir faire une surfacturation. Parce que grâce à un moteur de recherche intégré, on peut, pour un sac de ciment, savoir exactement le meilleur prix sur le marché. Sur le marché. Et donc, on achète à la meilleure entreprise. Et vous avez ce qu'on appelle un devis détaillé, la wish list, un peu comme dans une liste de mariage. Une école, c'est quoi?
concrètement, pour un maître d'œuvre, qui est une entreprise, non, vers laquelle nous fléchons de l'argent, le maire se contente d'être maître d'ouvrage. Il n'a pas besoin d'argent. Il a besoin d'une école, ou qu'une école soit réhabilitée, ou d'un centre de santé. Et donc, ce devis détaillé va consister en des sacs de sable, ça va consister en un nombre donné de parpaings, ça va consister en ciment, ça va consister au camion de gravier, à des choses extrêmement simples, des types de fer qui viennent donc dans un devis extrêmement détaillé. Par le maître d'œuvre qui est un spécialiste du BTP, dont c'est le travail et qui est en partenariat avec le maître d'ouvrage, ici notamment le maire, pour ne citer que celui-là, ou n'importe quelle autorité locale. Et donc vous voyez que vous pourriez, grâce à votre association, mobiliser des amis qui n'ont jamais été en Afrique et qui ne s'intéressent même pas à l'Afrique, en disant « l'école de mon enfance a besoin d'être réhabilitée. Just give a hand. » On a besoin que vous fassiez un geste. Vous les mobilisez au cours d'un dîner, au cours de simplement un échange téléphonique. Allez sur la plateforme. Nous avons décidé, nous, associations de ceci, de cela, d'offrir tout ce qui concerne les tables bancs. Ils ont besoin de 10 tables bancs, eh bien on va les offrir les tables bancs. Ou alors il faut 30 tables bancs, mais nous pouvons en offrir 5. Et donc les 5 coûtent par exemple, je dis n'importe quoi, 75 €. Vous pouvez être 10 à donner les 75 €. Et les 75, parce qu'on sait le fractionner, c'est une opération mathématique, informatique extrêmement simple. Et donc vous allez offrir les tables bancs. Alors qui est-ce qui encaisse votre argent ? C'est l'entreprise. C'est le menuisier. Non, l'entreprise. C'est le menuisier. Qui est-ce qui encaisse si c'est un ça ? C'est les entreprises. Est-ce que l'entreprise est capable de détourner votre argent ? Non. Elle vous délivre une contrepartie bien ou service en échange du règlement financier que vous avez effectué. Mais monsieur Fombi, vous n'étiez pas gentil. Il y a des gens qui ont envie de manger en route. Vous leur coupiez l'herbe sous le pied. En l'occurrence, la diaspora avait besoin de bien manger ou d'être félicitée pour son apport. Et j'ai pensé premièrement aux diasporas. J'ai aussi pensé à ces associations qui se battent en Europe, aux États-Unis, pour faire quelque chose pour l'Afrique, et qui en ont tellement été découragés par les détournements et par la corruption, qu'elles ne font plus rien. Pardonnez-moi d'avoir d'abord pensé à eux. J'ai pensé à ces institutions internationales, à ces ONG de financement, ou à ces coopérations. Parfois ce sont des maires, c'est des communes, et qui peuvent en France, qui peuvent en Allemagne, vouloir donner quelque chose à leur père en Afrique. J'ai pensé à eux. Aux villes jumelées. C'est ça, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que j'ai pensé d'abord à ces gens qui ne donnent plus grand-chose à beaucoup de pays en Afrique, notamment ou notoirement en Afrique francophone, à cause du fait que pendant des décennies, on a donné, et ça ressemblait à une sorte de panier troué qu'on ne pouvait jamais parvenir à remplir. Et lorsqu'on revenait un an après en disant « Ben alors, cette salle de classe qu'on a réhabilitée, elle est où ?» Il n'y avait rien. Et vous n'êtes pas sans ignorer, sauf à vous renseigner un petit peu, vous en seriez édifié, que rares sont les projets qui se terminent dans ces pays, quand ils commencent. Et quand ils se terminent, allez voir le taux de surfacturation. Vous seriez impressionné du niveau de créativité que quelques-uns en Afrique sont capables de déployer lorsqu'il s'agit de se mettre dans les Monsieur Fombi, il y a 27 ans, oui, je menais une enquête au lycée d'Nkol-Dongo à Yaoundé, où le gymnase n'avait pas augmenté d'un seul parpaing depuis que Madame Garga Amanadji avait démissionné de son poste de proviseur. Plusieurs années après, un parpaing ne s'était pas ajouté sur la petite rangée qu'elle avait laissée. Et chaque année, on prenait de l'argent pour la construction du gymnase aux élèves. Donc, grâce au transfert service, grâce à la plateforme informatique intégrée, ce genre de choses auraient été impossibles. C'est-à-dire que nous rendons la corruption structurellement impossible. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, pour détourner de l'argent, il faut que vous soyez en contact avec l'argent, ou à tout le moins que vous y ayez accès. Dès lors que le maire n'a pas accès, dès lors que l'entreprise qui délivre un des items, un des produits, un des constitutifs du devis détaillé, du projet, parce qu'un projet est traduit en devis détaillé, et un devis détaillé, c'est comme une liste de mariage avec exactement des choses extrêmement précises pour lesquelles on va chirurgicalement flécher chaque euro, chaque dollar, chaque sou qui sort de la poche, en disant il sort parce que ça coûte tant et ça coûte tant, etc. Donc vous comprenez que l'entreprise qui encaisse et qui délivre une prestation, mais le maire ne va pas lui demander de lui donner quoi que ce soit, puisque l'entreprise, on ne l'a pas aidée
Je vous parlais de l'assistanat qui infantilise. L'entreprise est digne. Elle a simplement travaillé à vendre un produit pour lequel elle a encaissé de l'argent. Elle n'a pas à remercier qui que ce soit. Et cette entreprise, vous n'êtes pas obligé de la choisir dans la commune du maire. Mais on choisit la plus compétitive, puisque la plateforme agit comme une place de marché dans laquelle chaque entreprise qui accepte notre éthique vient en fait pour proposer ses produits, en échange de quoi nous lui ouvrons un marché international auquel elle n'a pas traditionnellement accès. Donc du coup, vous voyez que nous ne parlions plus de fracture numérique. Nous étions complètement dans l'insertion numérique, puisque nous avons réussi à raccrocher les entreprises africaines, petites, moyennes ou grandes, au wagon de ce que vous appeliez joliment mondialisation, grâce à l'exploit d'une plateforme numérique. Concrètement, on pouvait, même sans être bancarisé, parce que c'est ça la question du numérique, parce que vous pouvez être à Douala aussi, et participer, quand vous êtes sénégalais, à la réhabilitation de votre école à Thiès, dans une ville. Ou à Bourg, par exemple, à Sali. Oui. À Sali, par exemple. Ah, ce village français du Sénégal, Sali. Au Sénégal, il y a des écoles là-bas aussi. Vous pouvez avoir envie de faire quelque chose pour le centre de santé. Oui. Ça veut dire quoi, en fait? C'est-à-dire que les premières destinations de migration africaine, contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas l'Europe ou les États-Unis, c'est l'Afrique. Donc vous avez des Camerounais en Côte d'Ivoire qui seraient intéressés par ce que nous disons. Vous avez en Afrique du Sud des Congolais qui seraient très intéressés, par exemple, de participer à l'acquisition d'une ambulance par la clinique de ce basketteur Mutombo Dikembe, avec lequel nous étions en particulier en partenariat. Donc en fait, je voulais montrer simplement d'un point A à un point B. Le point A n'est pas nécessairement en Europe, et le point A et B pourraient même être dans la même ville, c'est-à-dire que nous permettions également, concrètement, M. Moifo, même aux entreprises installées localement et qui étaient découragées par le fait d'être des entreprises citoyennes et qui entendaient comme ça le mouvement dit de la responsabilité sociale des entreprises, qui se demandaient comment on fait. Eh bien, nous venions leur dire, vous, entreprises, vos employés seraient plus fiers, vous auriez plus de clients et vous auriez une meilleure image si vous participeriez. Voilà. Oui, vous feriez il faut le dire, vous gagneriez plus de clients. Vous gagneriez plus de clients, ça veut dire que vous feriez beaucoup plus de chiffre d'affaires, beaucoup plus de recettes. Si jamais vous étiez perçu, non pas en posture, mais pour de vrai, comme une entreprise citoyenne. Êtes-vous basé à Yaoundé? Mais qu'est-ce qui vous empêche d'œuvrer à Garoua pour ces centres de santé, dès lors que vous pourriez même, si vous avez un syndicat ou si vous avez simplement un collectif d'employés intéressés, vous allez les impliquer et le budget, vous n'allez pas remettre au maire. Ce budget-là, ils vont concrètement l'affecter à un élément constitutif du devis détaillé. Et je voudrais vous dire un point en fait, c'est-à-dire que finalement, lorsque vous procédez de cette façon, les entreprises ont un impact. Et donc par conséquent, votre argent que vous transfériez naguère de manière dispendieuse, l'avons-nous dit, en vous tracassant, en fait, vous arrivez à flécher concrètement votre argent et vous pouvez même, grâce à votre tablette, grâce à votre ordinateur ou à votre smartphone, concrètement suivre la trajectoire traçable de votre euro, de votre dollar, de chaque sou, de votre poche, jusqu'à ce qu'il aille satisfaire un besoin précis, concret, directement. Et vous pouvez même interroger l'entreprise, si vous êtes un groupe ou si vous menez des enquêtes, pour savoir ce qu'elle fait depuis 2 ans, depuis 3 ans, qu'elle a votre argent. Et sur la responsabilité sociale. Il faut qu'on avance, M. Fumbi, parce que là, j'ai bien compris le bon travail de Hope Service. Ça, je vous dis tout de suite, je l'aurais su autrefois que j'aurais adhéré. Ça m'aurait évité de perdre beaucoup d'argent dans les transferts. Alors, dites-moi honnêtement, est-ce qu'en agissant ainsi sur le sol africain, vous aviez beaucoup d'amis en politique? Alors, vous êtes en train de demander si l'inventeur de l'ordinateur se préoccupait de savoir si ceux qui sont dans les machines à écrire seraient éventuellement particulièrement ravis d'accueillir son invention. Bon, vous pouvez y répondre vous-même. En fait, nous arrivons en proposant... Écoutez, le nom de notre entreprise, c'est Hope. H-O-P-E. L'espoir. Qui signifie en français de l'espoir. L'espoir, l'espérance. Vous êtes en train de nous demander si nous avions le droit
de proposer de l'espoir à nos cibles. Je vous demande tout simplement, est-ce que les autorités locales, est-ce que les dirigeants étaient contents de vous arriver avec un tel esprit? Vous savez le poids de la corruption dans certains pays, on ne va pas chipoter, vous savez bien de Je quoi vais je donc parle. vous répondre à mon tour. Oui, et c'est mieux. En persistant que j'ai bien compris, je vais d'abord répondre par une question, et après, si vous voulez, je pourrais aller beaucoup plus loin. Vous êtes en train de me dire qu'en Afrique, 100% de tout le monde est corrompu? Non, je suis sûr. Non, du tout. Donc, rien que pour ceux qui ne sont pas corrompus, ou pour ceux qui ne le sont que par contrainte, par nécessité séculaire, ou par conformisme, permettez-nous d'avoir misé sur le fait qu'eux aussi apprécieraient l'espoir ou cette voie nouvelle que l'invention technologique pouvait ouvrir. Est-ce que nous avons trouvé, dans un pays où nous étions implantés, 100% de communes qui voulaient faire ce que nous proposions? Non. Mais nous disions clairement, monsieur le maire, vous pouvez être réélu sans voler, sans détourner. Vous pouvez... Quelle que soit votre étiquette politique. Mais nous ne cherchons pas à savoir vos étiquettes. Nous cherchons à savoir si vous adhérez à nos valeurs. Nous ne connaissons pas les vôtres. Et si ça ne vous dérange pas, ne nous les dites pas. Parce que ça ne nous intéresse pas. Nous voulons savoir si vous êtes une vraie commune, si vous avez des besoins non pourvus. Nous voulons vous dire que la bonne nouvelle, c'est qu'une invention technologique permet de capter des financements auxquels vous n'auriez pas vous-même eu accès et de vous flécher pour la réalisation de vos projets. Alors si vous avez un programme, s'il se trouve par extraordinaire, que vous voulez tenir vos engagements de campagne ou que vous les avez faits conséquemment, ou d'ailleurs pensez-y pour la prochaine campagne et prenez votre temps pour venir nous voir si cela ne vous tarde guère. Alors simplement nous voulons tangibiliser, concrétiser, réaliser les besoins de vos populations, de votre collectivité. Votre commune, tout simplement. Vous pouvez, en vous vantant concrètement de ce que vous avez réalisé dans votre commune, avec notre concours, sans qu'il vous en coûte, vous pouvez faire de votre commune une belle commune. Vous pouvez faire de vos communes. D'ailleurs, plus il y a de la corruption dans un pays, et plus, monsieur le maire, vous serez visible en tenant le contre-courant du discours, en tenant un discours contraire et surtout en le prouvant et en étant simplement un maître d'ouvrage, y compris ceux qui vous donneront de l'argent, sans que cela passe par nous. Demandez-leur de venir passer par notre plateforme. Comme ça, vous verrez qu'ils cligneraient des yeux plutôt 3 fois en disant « Mais ce maire, madame le maire, monsieur le maire, vous êtes un sacré bonhomme, vous êtes une sacrée dame. On n'en a pas vu des beaucoup comme vous. Voyez que vous ne seriez pas plébiscité que par vos populations, mais dans le pays, dans la région et même au-delà, en Europe et aux États-Unis, parce que en Europe et aux États-Unis, vous avez beaucoup de personnes morales, des entreprises, des ONG, des fondations, des communes qui ont envie de donner, mais qui ne pensent plus à vous, monsieur le maire, parce qu'ils savent que c'est peine perdue. Et donc, voilà une mobilisation, voilà une opportunité que vous pouviez saisir. Alors, est-ce que tous les maires les saisissaient? Non. Est-ce qu'il y a des maires qui les ont saisis? Je vous dis, à notre grande surprise, beaucoup ont saisi. Honnêtement, je crois que le système est quelque chose de prégnant, qui fait que parfois, il est beaucoup plus fort que la personnalité de la plupart des êtres humains. C'est vraiment, je ne suis pas de Lévi-Strauss, le structuralisme et autres, mais enfin, quand même, la structure, un système, peut conditionner des êtres humains à faire des choses qu'ils n'auraient pas fait s'ils avaient le choix. Alors, Monsieur Foubi. Et donc, j'ai bien compris que vous insistez. Monsieur Foubi, est-ce que nous embêtions le business de quelques personnes? Est-ce que vous embêtiez le business de quelques personnes? Bien entendu. Est-ce que vous êtes fait beaucoup plus d'ennemis parmi les hommes politiques ou les décideurs dans certains pays? Voilà ma question. Oui, et je voulais quand même, avant de dire oui ou non, je vais reposer la question sans faux. Avant de dire oui ou non, je crois qu'il était utile quand même d'abord de souligner qu'il y avait des preneurs. Donc, est-ce que nous nous sommes fait des ennemis ou est-ce que des gens nous ont mis des bâtons dans les roues? Oui, et pas que des politiques. Vous savez, dans des pays, en général, il y a des organismes spécialisés dans le numérique, dans l'innovation technologique et autres. Donc, rien que l'émergence de notre solution, d'une certaine façon, lorsqu'on n'a pas une grandeur d'esprit, et il arrive que beaucoup d'âmes là-bas n'en aient pas toujours, hélas, on peut voir notre solution comme étant une façon de souligner la propre faillite
de ces organismes qui souvent n'ont pas inventé grand-chose depuis 10 ans tout en consommant les budgets laborieusement payés par l'argent du contribuable. Et donc rien que ces organismes techniques par lesquels nous sommes obligés de passer. Parce que vous ne pouvez pas travailler avec une commune en fait sans qu'il y ait la validité. C'est toute une procédure administrative. Oh, donc il faut passer, pour ce qui est du Cameroun, par l'ANVA, par le Sénadi, pour ce qui est du Sénégal. En fait, il y a le ministère de tutelle, il y a au niveau des il y a à tous les niveaux, il faut passer par là. Donc vous voyez, j'arrange vos affaires de vous montrer jusqu'à quel point nous étions conscients de nous attaquer à une commune. Mais il est une chose, monsieur Moafo. Oui, beaucoup étaient déçus. Beaucoup voyaient ce qu'ils allaient perdre, ce qu'ils n'allaient plus pouvoir voler, ce qu'ils n'allaient plus pouvoir détourner. Mais d'autres, les associations des parents d'élèves, nous plébiscitaient. Parce qu'il y a aussi ceux-là qui sont les bénéficiaires indirects. Vous avez toutes ces associations citoyennes, et qui payent cher elles nous plébiscitaient. Et vous avez en Afrique, notamment, l'émergence en fait d'une nouvelle jeunesse qui demande des comptes, qui est curieuse et qui cherche à savoir et auquel en fait notre solution a apporté un outil argumentaire puissant dans leur combat. Et donc sur le terrain, ils allaient voir leurs députés pour savoir pourquoi on n'adopte pas notre solution. Le député, c'est lui qui a été démocratiquement nommé et le peuple démocratiquement informé. Ben vous savez, parfois, ils ont quelques écarts et quelques états d'âme, ces gens-là. Là encore, vous voyez, nous sommes dans une démarche scientifique où nous n'avions pas d'a priori. Ce n'est pas parce qu'on a été nommé, parfois indûment, qu'on ne peut pas avoir un sursaut, un surcroît d'âme. À un moment donné, en se disant, j'ai été nommé, mais il se pourrait que même dans l'intérêt de celui qui m'a nommé, que je lui montre que je sers à quelque chose, que je lui apporte une valeur ajoutée. Ou plutôt, dans l'intention, dans l'intérêt des populations de ma circonscription ou simplement d'une communauté nationale, je voudrais montrer qu'on ne m'a pas nommé pour rien. Que si par le privilège de la providence, je me suis retrouvé où je me suis retrouvé, il se trouve que ce fut pour eux une chance. Et donc, on avait des députés, en tout cas ces associations, notamment les associations estudiantines, notamment des associations corporatistes, notamment des syndicats, etc. Il y avait toutes des ONG, notamment, qui militent dans tel ou tel domaine. Ces ONG, qui étaient nos principaux partenaires lorsque nous entrions dans un pays, en fait, ont souvent fait du lobbying à leur propre initiative, parce que simplement, ça donnait du concret à leur discours. C'est une chose que de critiquer un maire, de ne pas faire autrement ou de seulement voler, et c'en est une autre que de dire positivement, constructivement, voici une façon de faire différemment. Donc très honnêtement, nous avons eu un accueil tout à fait enthousiaste dans la plupart des cas. Je vous dis juste que nous ne misions pas sur 100% d'adhésion pour commencer. Nous pensions que la force de l'espoir et l'argent capté et la visibilité donnée à l'intérieur et à l'extérieur aux personnes qui souscrivaient à notre innovation devait, comme par effet boule de neige, créer un système vertueux attirant les hésitants à adhérer dans un premier temps et dans un deuxième temps à faire en sorte que ceux qui étaient des opposants à notre solution ou des réticents, pour le dire autrement, deviennent des douteux et que du doute, ils passent à l'hésitation avant de passer à l'adhésion. Croyez-moi que j'y aurais adhéré et si ça fonctionne encore, Hop Service ou pas? Je crois que l'enjeu aujourd'hui, justement, c'est de révéler à vos téléspectateurs que pour le malheur de notre invention, d'une part, mais d'autre part, pour le plus grand malheur des bénéficiaires, des individus, des particuliers, des proches africains qui sont restés sur le continent et qui avaient besoin à l'international, en Afrique ou en Europe, de leur diaspora. Et pour le malheur de toutes ces organisations internationales qui nous soutenaient déjà, que cette solution, justement, a été engloutie comme un aigle qu'on abattrait en plein vol aux enclavures de mai 2013, lorsque nous nous sommes retrouvés piégés dans un guet-apens au terme d'une cabale judiciaire des plus grotesques. Que nous allons évoquer dans la seconde partie. Chers téléspectateurs, je vais ajouter de l'eau à votre moulin en vous disant qu'en 2013, je suis invité au Burkina Faso par le Premier ministre d'alors, Luc Adolphe Thiaw, qui, mon voyage de 48 heures après je vais repartir, il me dit non, tu ne peux pas partir. Il me prend un hélicoptère, il m'amène au bord du fleuve Soro, à l'ouest du pays. Il y a un programme américain qui est mis à la disposition de chaque pays africain. Montrez-moi quel projet vous avez,
nous viendrons vous aider à le réaliser, mais c'est nous qui tenons la caisse. Et parce que ce sont les Américains qui tiennent la caisse, les pays africains ne sont pas très enclins à solliciter ce financement-là. Alors, Luc Adolphe Thiaw m'amène voir comment ce programme américain a permis d'irriguer les terres, prenant de l'eau dans le fleuve Sourou, mettant dans les turbines qui redistribuaient par les canaux dans les terres, et ces terres découpées étaient distribuées aux paysans qui cultivaient 4 denrées de céréales par an. Ce programme, le Cameroun pourrait le solliciter, le Gabon pourrait, la Côte d'Ivoire, le Bénin, bref, tous les pays d'Afrique pourraient le solliciter, surtout d'Afrique noire francophone, mais comme personne ne suce le doigt en route, ils ne le sollicitent pas. Donc je mets de l'eau à votre moulin. Absolument. Et là, on peut parler, parlant des États-Unis, vous avez par exemple des œuvres religieuses, évangéliques notamment, ou alors des œuvres musulmanes dans certains pays du Golfe, mais qui vont assortir comme conditionnalité pour leur apport, pour leur contribution financière, en fait une certaine éthique dans la visibilité, dans la traçabilité de l'usage des fonds. Beaucoup d'églises aux États-Unis, beaucoup de fondations. En effet, ces pays africains qui disent être pauvres ou avoir besoin de financement et qui vont au FMI tous les matins et qui vont effectivement s'endetter extrêmement lourdement et chèrement, n'ont pas en fait exploré ce que l'espoir, ce que Hope, ce que le transfert service, ce que notre plateforme informatique intégrée était une promesse à portée de main. Et je vais aller beaucoup plus loin en fait. C'est-à-dire que, est-ce que vous réalisez que cette invention technologique qui consiste en ce qu'on appelle la mobilisation de ressources alternatives non génératrices d'endettement, c'est-à-dire que vous avez des entreprises qui, parce qu'elles sont européennes ou américaines, qui parce qu'elles sont basées en Afrique, vont être intéressées, dans le cadre de leur RSE, de leur responsabilité sociale, en fait, d'agir dès lors que cette façon d'agir fait intervenir le groupe Hope comme tiers de confiance avec une plateforme numérique qui permet à quiconque en Europe ou en Afrique d'aller concrètement vérifier l'exactitude des budgets qu'ils disent avoir dépensés, parce que souvent les budgets que vous voyez dans les colonnes, dans les liasses fiscales de RSE, c'est juste de la com. On vous dit on a donné 1 million, 10 millions, 100 millions, mais en vérité, en fait c'est pas vrai quoi. Ils ont, voilà. Alors que là en fait, non seulement elles pouvaient le montrer, mais même des années après, c'est l'exploit du numérique, on pouvait continuer à voir le centre de santé ou alors le pavillon de l'hôpital qui a été refait par telle multinationale, par telle entreprise nationale, de telle ville ou de telle autre. On pouvait voir les œuvres puisqu'en plus les communes acceptaient qu'on puisse marquer le nom du plus gros contributeur ou du principal contributeur ou bien du contributeur qui accepte de prendre 100% du projet, qu'on le marque parce que c'est une entreprise citoyenne et que nous voulions que les entreprises se disent que quand elles vont en Afrique, c'est une chose de passer le temps à critiquer, elles viennent tout prendre, etc. Mais c'est une autre chose que de dire aux entreprises, non, ce n'est pas la spécialité d'aller faire dans le social ou dans l'humain, ou dans les œuvres humanitaires. C'est une autre chose que de leur dire, regardez concrètement, voilà, ici à Cotonou, il y a un projet qui va dans votre sens. Vous êtes dans tel domaine, voici un projet. Ça concerne la santé. Ça concerne l'école, ça concerne les routes, ça concerne l'infrastructure. Vous pouvez y mettre, c'est cohérent avec votre copy strategy, avec votre politique, avec votre politique de marque, et donc vous pouvez y faire quelque chose. C'est une chose de leur proposer ça concrètement, elles qui n'en sont pas spécialistes, et c'est une autre que de seulement critiquer. Donc ce que je vous ai dit tantôt pour des maires qui adhéraient malgré tout, est valable pour des entreprises. Tous les chefs d'entreprise ne sont pas seulement des grands capitalistes, seulement soucieux de tout prendre et de ne rien laisser. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que certains le font parce que c'est le mainstream, parce que c'est comme ça que les gens pensent, et parce que ne faisant pas autrement ou n'ayant pas la possibilité de faire autrement, ces chefs d'entreprise n'ont souvent pas été confrontés à l'opportunité de pouvoir choisir. Et lorsque nous offrions le choix, ça donnait d'ailleurs plus de force à ceux qui critiquent. Parce que là, la critique pourrait être virulente, puisque il s'agissait juste de donner autrement, ou de contribuer autrement. Et vous voyez, là, on sort du paradigme de l'aide infantilisant. Infantilisant, en effet. Vous voyez, c'est ce que nous avons dit en introduction. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre, nous proposons des solutions. Et nous demandons aux organisations internationales, comment ça se fait que depuis 50 ans,
vous transférez de l'argent. Depuis 50 ans, vous mesurez le taux de corruption, vous faites des classements. Tel pays est plus corrompu, etc. Ce qui n'est pas faux, au demeurant. Hélas. Hélas. Bon. Et comment est-ce que cette solution peut vous échapper? Nous vous proposons une manière de faire autrement. Fonctionner. Et c'était cela, l'espoir que nous apportions. Et mon espoir, M. Fumbi, est que Hope Service renaisse de ses cendres. Chers téléspectateurs, vous êtes vu sur GMTV+. On se retrouve dans la seconde partie de cette émission pour comprendre comment cet aigle a été abattu en plein vol. A tout de suite. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.